Donc votre conférence tout à l'heure, c'est bien manger et bien bouger. On aurait tendance à peut-être dissocier les deux domaines. Pourtant, c'est deux domaines qui sont intimement liés. Oui, mais pas pour les mêmes raisons. Parce que bien manger, aujourd'hui, c'est quelque chose qui a beaucoup évolué. Il y a, mettons 100 ans, bien manger, c'était manger suffisamment pour avoir assez d'énergie pour pouvoir être capable de travailler et pas tomber malade. Puis c'est devenu bien manger parce qu'on avait envie de manger pour le plaisir. Et aujourd'hui, ce qu'on a observé dans le comportement des Français, c'est que bien manger, c'est manger pour sa santé et manger également pour son plaisir. Le corollaire santé devenant à peu près aussi équivalent que le corollaire plaisir. C'est lié à l'accumulation des connaissances sur les aliments, aux aspects positifs et négatifs de l'alimentation et à l'information qui s'est développée dans le public et qui fait que les gens sont beaucoup plus motivés à choisir leurs aliments en fonction de leur santé qu'en fonction seulement du plaisir. Bien bouger, c'est quand on a découvert quelque chose qu'on savait déjà depuis longtemps, c'est que les conditions de vie des Français, elles ont changé. L'habitat moderne est chauffé, contrairement à auparavant, est bien chauffé. On a des vêtements qui nous protègent du froid, on a des automobiles, des transports en commun, et donc on a perdu de la dépense d'énergie avec les décennies. Et cette dépense d'énergie, au lieu de provoquer une diminution de notre consommation alimentaire, elle s'est accompagnée d'une augmentation de notre consommation alimentaire qui a été liée à l'abondance des aliments, au développement justement d'une industrie qui est pléthorique pour nous offrir du plaisir à répétition. Là où on dit que bien manger et bien bouger, on rejoint les deux phénomènes. Si on mange plus qu'auparavant et différemment qu'auparavant, et si on bouge moins, il faut manger mieux et il faut bouger plus. Sauf que bouger maintenant, c'est devenu un exercice ludique. Ça veut dire qu'avant, bouger, c'était simplement marcher pour aller au boulot et aller chercher ses enfants à l'école. Aujourd'hui, bouger, c'est les salles de sport, c'est le jogging, c'est les animations, c'est les sports collectifs ou individuels. Donc voilà, la nécessité de faire les deux, c'est modifier en fait ce qui a entraîné l'augmentation du surpoids dans notre population. Alors, quelle est la situation de la santé alimentaire des Français ? Vous disiez tout à l'heure avec la montagne qu'on parlait beaucoup de l'anorexie, mais que c'était plus un phénomène médiatique, si on peut dire. La situation des Français, où est-ce qu'elle en est ? Ça captive les gens de prendre la photo d'une fille très très maigre qui a envie de se mettre en situation scénarisée dans les médias pour raconter comment elle est tombée dans l'anorexie à cause des photos de mode qu'elle a vues. Ça reste quand même un épiphénomène des problématiques qu'on a en nutrition. Et en dehors de l'anorexie mentale, qui est un problème qui concerne exclusivement les psychiatres, selon moi, le reste, ce sont des syndromes anorexiques qui en général évoluent à 99% positivement. Donc ça, c'est un mécanisme auquel on n'est pas forcément attaché très fort. Le second mécanisme, c'est que contrairement à ce qu'on ne raconte pas, il y a une progression permanente du surpoids et de l'obésité en France, qui fait qu'en 2020, on sait que 45% de la population sera soit en surpoids, soit en état d'obésité dans notre pays, qui avait pourtant une tradition extrêmement vertueuse, puisque jusqu'à 2010, notre pays était en 3e position derrière la Corée et la Suisse pour avoir une évolution de la courbe de poids qui était relativement maîtrisée sans qu'elle soit positive. Donc on aura 45% de la population en surpoids, en obésité, ce qui signifiera des nouvelles pathologies rhumatismales, ça veut dire difficulté du déplacement, les pathologies métaboliques, augmentation des diabètes et du cholestérol, et ce qui signifiera également pathologie cardiovasculaire, c'est-à-dire réduction de l'espérance de vie, et ce qui signifiera bien sûr en facteur associé le fait que tout ça va coûter extrêmement cher à un moment où la solidarité sociale, elle est mise en cause à cause de la crise économique. Donc ça veut dire qu'on va dépenser énormément d'argent pour acheter de l'insuline, hospitaliser les gens, faire des pansements, traiter les cholestérols. Voilà, donc c'est un phénomène assez grave qui se développe et qui est traité de façon relativement marginale. Et quand les gens veulent prendre à bras-le-corps le sujet, ils ont beaucoup de mal parce que comme c'est un sujet qui est très vaste, qui touche l'industrie alimentaire, la personne individuelle, les collectivités, les hôpitaux, etc., finalement, personne ne s'est attaché à traiter un chantier qui est très vaste et qui concerne beaucoup d'acteurs. Vous évoquiez tout à l'heure le facteur stress justement dans toute cette sphère. Est-ce que vous pourriez simplement le reprendre un petit peu, nous dire à quel point il est important ? C'est-à-dire que on a catégorisé les facteurs psychologiques et pendant longtemps, on a considéré qu'il y avait d'un côté le problème de poids et il y avait de l'autre côté les facteurs psychologiques. En réalité, on voit bien que les deux mécanismes sont étroitement imbriqués parce que quand on est victime d'une situation émotionnelle où on est choqué, stressé, voire dépressif, on retrouve du réconfort au travers de la nourriture et on mange très souvent pour deux raisons, soit pour anesthésier sa pensée, soit pour éviter d'être seul, ce qui est souvent la situation des gens à l'heure actuelle. Et quand on parle des écrans ordinateurs, etc., ce qu'on voit bien, c'est l'individualisation au lieu de, même si on dit artificiellement qu'on crée des communautés, il y a une individualisation.
de la population. Donc le stress et la dépression doivent se traiter en même temps que le surpoids. Et il ne faut pas avoir peur de dire qu'aujourd'hui, on doit avoir, avec le traitement nutritionnel, avec l'activité physique, aujourd'hui l'assistance du plus petit au plus gros, c'est-à-dire ça peut aller de la psychiatrie avec les médicaments, en passant par la psychanalyse, par la psychothérapie, voire même aujourd'hui l'hypnose ou les thérapeutiques douces, style acupuncture, qui peuvent accompagner les gens. Donc il ne faut pas hésiter à avoir un éventail de traitements extrêmement large. D'accord, on peut complètement élargir la sphère finalement. Totalement, c'est un problème global, donc il faut le traiter avec toutes les solutions qu'on peut avoir, et pas seulement, et c'est pour ça qu'un bon nutritionniste aujourd'hui, c'est quelqu'un aussi qui pratique un peu de psychologie, qui sait dépister derrière un sourire une mélancolie. Et une fois qu'il a dépisté cette mélancolie souriante, qui est une définition psychiatrique, il peut soit la traiter, soit l'adresser à quelqu'un. Donc kiné, prof de gym, médecin nutritionniste, thérapeute, hypnose, et solution finale, chirurgie bariatrique si on n'y arrive pas, parce qu'on pourra reprendre les choses depuis le début après.